Vous pensez tout savoir sur les loups-garous. Qu'ils sont des hommes, esclaves du mal et de leur nature bestiale, sauvages et cruels. Qu'ils se transforment à la pleine lune pour errer dans la forêt ensuite, en quête d'une proie à dévorer, et qu'on les tue à l'aide d'une balle en argent. Mais saviez-vous qu'il existait une autre méthode pour vous en prémunir? Une plante qui aurait autant le pouvoir de changer quelqu'un en loup que de le tuer? Vous avez bien entendu. On la nommait autrefois herbe au loup-garou, justement dans ce but. Cette plante, c'est l'aconite. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors suivez-moi. Dans la forêt. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Il était une fois une sorcière. Une sorcière telle que l'on peut facilement se l'imaginer. Une vieille femme solitaire et acariâtre, pleine de rancune et de fiel, vivant dans sa chaumière délabrée au cœur d'une forêt ancienne, sombre et pleine de secrets. Poussée par la faim, un jour elle se rendit au village, avec dans l'idée d'obtenir un peu de pain, et peut-être aussi un peu de mou pour son chat borgne et grognon. Seulement les villageois avaient peur de la sorcière. Pour eux, sa venue était un mauvais présage, et sa présence quelque peu dérangeante. Ils repoussèrent alors la sorcière, la renvoyant dans les bois, les mains vides. En chemin, pestant et maugréant, promettant de se venger de cet affront, la sorcière entendit un bruissement dans les buissons. Elle s'approcha doucement et tendit l'oreille. Un homme était là, gémissant, et grattant le sol de ses doigts pour tenter d'arracher quelques racines à grignoter. En examinant ce pauvre hère, la sorcière constata qu'il ne s'agissait pas d'un homme ordinaire. Il parlait peu, grognait et se blottissait en grelottant dans une vieille peau de loup élimée. Il semblait lui aussi avoir été banni pour sa différence. Il lui vint alors une idée. D'un geste de la main, elle l'invita alors à la suivre et conduisit le vagabond dans sa chaumière. Elle se mit immédiatement au fourneau, non pas dans le but de lui offrir de quoi se sustenter, mais pour fabriquer une potion. Devant sa marmite bouillonnante et fumante, elle se mit alors à rire. Elle connaissait bien la recette. Une poignée de fleurs de belladone, quelques éclats de mandragore et une pincée d'aconite, le tout généreusement saupoudré de malveillance. Elle arracha ensuite la peau de loup des épaules de son invité et la oignit de sa mixture étrange. Psalmodiant d'obscures formules, elle lança une terrible malédiction. Quiconque désormais porterait cette pelisse se changerait immédiatement en loup-garou et attaquerait sans pitié tout villageois égaré qui entrerait dans cette forêt. Puis elle replaça la fourrure sur le dos du vagabond. Aussitôt l'homme hurla de douleur. Sa peau brûlée commença à se craqueler et à se recouvrir de poils. Sa chair et ses os se déformèrent, ses spasmes de douleur déployant à chaque soubresaut une toute nouvelle musculature, et peu à peu transformèrent cet homme en une créature de cauchemar. Ses cris de souffrance percèrent le silence profond de la nuit, pour se changer peu à peu en un long hurlement bestial. Devant la sorcière se dressait à présent ce qu'elle s'attendait à voir, un loup-garou. Mais ce qui suivit, la sorcière ne l'avait pas prévu. La bête devint subitement incontrôlable et se retourna contre elle, dévastant tout sur son passage. Elle parvint à ouvrir la porte et laissa sa créature s'enfuir à folles enjambées dans les bois. Les jours, et surtout les nuits qui suivirent, furent dramatiques pour les villageois. Disparition, sang et larmes, et ces cris, ces hurlements démoniaques, plus intenses et furieux lorsque brillait la pleine lune. Les villageois identifièrent rapidement la menace, mais toutes leurs luttes s'avérèrent inutiles. Cette chose était bien trop puissante. Et qui d'autre qu'une magicienne pour venir à bout d'une créature de ce genre? Ils vinrent ainsi trouver la sorcière afin de lui demander son aide. Contre nourriture et vêtements chauds, la vieille femme accepta de les aider. Sans bien entendu leur révéler son terrible secret, elle leur expliqua que toutes leurs balles de fusil et pointes de flèches ne suffiraient pas à achever le loup. Le seul moyen de le neutraliser était de l'empoisonner. Elle se servit alors des mêmes ingrédients que pour sa potion précédente, ou presque. Cette fois-ci, elle employa uniquement de l'aconite, longuement décoctée et filtrée.
Elle donna plus tard le flacon aux chasseurs, en leur ordonnant de tremper chacune de leurs munitions dans cet élixir mortel. L'histoire aurait pu s'achever ici, son issue facilement concevable pour ce pauvre homme changé contre son gré en fauve sanguinaire. Mais il serait injuste de la terminer sans mentionner le fait que la sorcière, à présent chaque jour copieusement remerciée pour son appui, fut malheureuse pour le restant de sa vie, écrasée par le poids de la honte et de la culpabilité. Cette histoire est là pour illustrer de façon imagée l'emploi de l'aconite par nos anciens, qui lui attribuaient des vertus magiques redoutables, en lien étroit avec les loups. Mais pourquoi de telles croyances? Pourquoi rapprocher l'aconite des loups spécifiquement? Et comment justifier alors son emploi dans ce but macabre? C'est ce que nous allons découvrir à présent. Pourquoi l'aconite est-elle appelée herbe au loup-garou? Historiquement, les Grecs et les Romains de l'Antiquité utilisaient l'aconite comme un poison, tant pour la chasse que pour l'assassinat de toute créature à quatre ou à deux pattes. Les Grecs et les Romains l'appelaient arsenic des loups ou herbe tue loup. Théophraste, fameux botaniste grec de l'Antiquité, a à ce titre mentionné l'aconite dans ses écrits. Il a longuement étudié ses propriétés toxiques et son utilisation en tant que poison. Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, décrit d'ailleurs précisément comment l'aconite était utilisé pour empoisonner les flèches et les appâts pour animaux, et plus spécifiquement les loups qui menaçaient les troupeaux. D'autres botanistes antiques, tels que Dioscoride, soulignent dans leurs écrits la dangerosité de cette plante en décrivant ses effets rapides et souvent fatals. Dans la mythologie grecque, l'aconite est fréquemment relié à des récits de transformation et de magie. Par exemple, il est dit que la plante serait née de la salive du chien Cerbère lorsqu'Héraclès l'aurait tirée hors des enfers. En raison de ses propriétés mortelles et de son lien avec ce fameux chien à trois têtes, dont l'allure et la férocité pourraient faire penser à celle du loup-garou, l'aconite était ainsi utilisé dans certains rituels et pratiques magiques, visant à nuire aux bêtes sauvages. Chez les Grecs, l'aconite était aussi associée à la déesse Hécate, la déesse de la magie, des carrefours, des fantômes et créatures d'outre-monde. Hécate était souvent invoquée pour la protection contre les forces obscures, ce qui pourrait renforcer le lien entre aconite et protection contre les loups-garous. Dans la Rome antique, les propriétés toxiques de l'aconite étaient bien connues, et la plante en elle-même symbolisait souvent la trahison et la mort. Elle pouvait être utilisée de façon imagée dans la littérature et les arts pour représenter le danger et la perfidie, des qualités facilement imputables au loup-garou, qui en plus d'être une bête, était aussi un homme, avec ce que cela implique de mauvais penchants. Plus tard, au Moyen Âge, l'aconite est devenue une composante essentielle des potions et des onguents, destinée à protéger contre les forces du mal en général, y compris les loups-garous. Les sorcières et les herboristes médiévaux utilisaient ainsi de temps à autre des plantes toxiques, comme l'aconite, dans leurs potions. Comme toutes les plantes mortelles, l'aconite était donc entourée d'une aura de mystère et de magie noire, ajoutant à son parfum une dimension protectrice contre les êtres surnaturels. Lorsque l'on suspectait un loup-garou de rôder près des villages, il était de coutume de planter un peu d'aconite autour de chez soi, ou de la brûler comme encens afin que l'odeur éloigne la créature. Lors de promenades ou battues en forêt, les hommes portaient également sur eux des amulettes et talismans contenant quelques fleurs d'aconite, afin de faire fuir le loup. L'aconite agit comme un poison si on l'ingère, certes, mais ce n'était pas la seule raison pour laquelle les loups-garous la craignaient tant. Au contact de la peau, l'aconite brûle, et si la bête la touche, elle ressent alors immédiatement une immense douleur. Mais paradoxalement, alors qu'on employait l'aconite autrefois pour endormir à jamais les monstres, on pensait aussi qu'elle aurait eu le pouvoir de réveiller le fauve qui sommeille en l'homme, et ainsi contribuer à sa terrible transformation. Nous abordons ici un sujet véritablement fascinant, celui de la lycanthropie. La lycanthropie est un trouble psychiatrique rare dans lequel une personne croit qu'elle peut se transformer en animal sauvage, et plus précisément, en loup.
Je ne m'attarderai pas ici sur les explications proprement médicales et psychiatriques de ce trouble, mais plutôt sur les croyances gravitant autour de ce fait. Dans le folklore et la mythologie, on nomme ainsi très souvent le loup-garou mentionné sous le terme de lycanthrope, ce qui implique qu'il ne s'agissait pas là forcément du monstre tel qu'on se l'imagine, mais bien d'un homme à l'esprit dérangé qui pense qu'il est une bête. Mais toujours avec l'idée qu'il se transforme, au sens propre ou au figuré. Toutefois, il existe bien des récits antiques décrivant ces cryptides et leur histoire. Une de ces allégories les plus connues de la Grèce antique sur ce sujet est celle de Lycaon, roi d'Arcadie. Selon la légende, Lycaon aurait offert de la chair humaine en sacrifice à Zeus pour observer sa réaction. Très offensé, et en guise de punition, Zeus l'aurait alors transformé en loup. Ce mythe est souvent cité comme une des premières références à la lycanthropie, le concept de transformation en loup. Bien que la notion de loup-garou telle qu'elle est connue aujourd'hui soit plus développée dans les traditions médiévales et modernes européennes, les bases de cette mythologie peuvent être retrouvées dans des récits comme celui de Lycaon. Les Romains avaient aussi leurs propres récits et superstitions concernant les loups-garous. Le célèbre écrivain Pline l'Ancien, toujours dans son Histoire naturelle, mentionne des histoires de transformation humaine en loup, et en particulier une légende arcadienne, encore, où un homme se transforme en loup pour 9 ans, après avoir traversé un marais et mangé de la chair humaine. Dans le Satyricon de Pétronius, nous découvrons l'histoire d'un soldat qui se transforme en loup sous les yeux du personnage principal, Nicéros. Ce récit est l'une des premières descriptions littéraires romaines de transformation en loup et reflète bien les superstitions de l'époque relatives à ce mythe. Nous savons tous, je pense, comment un homme peut devenir un loup-garou. Il peut se faire mordre ou griffer par l'un d'eux et le rejoindre ensuite, ou bien être maudit par des puissances supérieures. Dans tous les cas, il s'agit là d'un mauvais sort, jeté par les dieux ou par les hommes. Je reviens un instant sur mon histoire de tout à l'heure. Souvenez-vous de la sorcière, préparant sa potion dans le but de transformer ce pauvre vagabond en monstre. Elle utilise pour cela 3 ingrédients, de la belladone, de la mandragore et de l'aconite. Pourquoi ces 3 plantes ? La belladone, également connue sous le nom de belle dame, était autrefois utilisée par les personnes mal intentionnées, pas nécessairement toujours les sorcières, pour ses propriétés hallucinogènes. Bien qu'il n'y ait pas de lien direct avec la transformation en loup-garou, son usage en magie noire pourrait avoir alimenté les mythes tournant autour de la lycanthropie. Si l'on voulait faire croire à quelqu'un qu'il était un loup, ou si la personne cherchait à éveiller quelque chose de bestial en elle, alors on aurait pu aisément mal employer cette plante. La mandragore, avec sa racine ressemblant étrangement à une forme humaine, était crue capable de conférer des pouvoirs magiques, y compris potentiellement des transformations surnaturelles. Et un soupçon d'aconite, de par son lien très étroit avec la bête, aurait pu peut-être, dans les esprits fervents d'autrefois, contribuer à faire croire que quelque chose de lupin en nous réagirait à sa présence dans une mixture. Ces 3 plantes toxiques, bues ou appliquées sur la peau, étaient crues capables de faire jaillir le loup du corps d'un homme. Si cette croyance a longtemps persisté, c'est bien qu'elle fut souvent employée dans le but de rendre fou une personne déjà perturbée, ou de pousser quelqu'un à avoir des hallucinations dangereuses et des accès de violence. Attardons-nous à présent plus en détail, et de façon plus scientifique, sur les propriétés tant décriées de l'aconite. Pourquoi est-elle si dangereuse ? L'aconite, ou aconitum, est un genre de plante vivace de la famille des renonculacées. C'est la cousine de la pivoine, ou de l'anémone. Elle est connue pour ses belles fleurs blanches, jaunes, violettes ou bleues en forme de casque. C'est aussi pour cela qu'on la surnomme parfois « casque de Jupiter ». Mais ne vous laissez pas tromper par sa beauté, cette plante est extrêmement toxique. Aussi nommée Aconite tulu, Aconitum vulparia, il existe des variétés d'Aconitum napellus et Lictotonum. L'aconite contient plusieurs alcaloïdes toxiques, principalement l'aconitine, qui sont extrêmement toxiques pour les mammifères, y compris les loups.
L'aconitine agit principalement sur le système nerveux, provoquant des symptômes tels que la paresthésie, la paralysie, les troubles cardiaques et respiratoires. L'aconitine interfère avec le fonctionnement normal des canaux sodiques dans les membranes cellulaires, ce qui peut causer des sensations de brûlure, des picotements et une paralysie musculaire. Elle peut provoquer des arythmies cardiaques graves, telles que des tachycardies ventriculaires et des fibrillations ventriculaires qui peuvent être fatales. Elle génère également des convulsions et des troubles sensoriels aigus. L'ingestion de parties de la plante, même en petite quantité, peut en outre provoquer des symptômes graves tels que des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, des diarrhées sévères et peut être fatale sans traitement immédiat. Mais en dépit de sa toxicité, l'aconite a longtemps été utilisée en médecine traditionnelle pour ses propriétés analgésiques et anti-inflammatoires, principalement en usage externe et sous la supervision de professionnels de la santé. En médecine traditionnelle chinoise, l'aconite est utilisée sous des formes très spécifiques et préparée pour traiter des conditions telles que les douleurs rhumatismales, les douleurs articulaires et certaines affections cardiaques. Elle est souvent employée pour réchauffer les méridiens et disperser le froid. En homéopathie, l'aconite est utilisée en doses infinitésimales pour traiter des affections comme les états fébriles aigus, les inflammations, l'anxiété soudaine et les troubles respiratoires. La substance de base est diluée à des niveaux extrêmes, ce qui est censé éviter les effets toxiques. Certaines préparations à base d'aconite sont utilisées en externe pour leurs effets analgésiques et anti-inflammatoires, notamment dans le traitement des douleurs névralgiques et musculaires. Ces préparations doivent être appliquées avec prudence pour éviter l'absorption systémique des alcaloïdes toxiques. Il est crucial de retenir que l'aconite est extrêmement toxique. Ingestion, contact cutané prolongé ou même inhalation peuvent provoquer des effets graves, voire mortels. Il est donc impératif de manipuler cette plante avec une extrême prudence et de la laisser aux experts. En résumé, l'aconite est une plante fascinante avec une histoire riche et complexe. Elle est autant vénérée pour ses propriétés médicinales que crainte pour sa dangerosité. L'association entre l'aconite et le pouvoir de repousser les loups-garous est profondément enracinée dans le folklore européen. Mais si son mythe en tant qu'herbe aux loups-garous nous captive, il est essentiel de rappeler que cette plante ne doit jamais être manipulée sans précaution. De toute façon, en théorie, nous ne devrions plus avoir à l'employer de nos jours dans ce but. Bien qu'il y ait encore des témoignages sur Internet de personnes ayant cru voir ce qui s'apparente être des loups-garous. Et pourquoi pas, après tout? Ne dit-on pas que dans chaque légende se cache une part de vérité? Et si les loups-garous existaient encore? Que feriez-vous si vous en rencontriez un? Seriez-vous du genre balle en argent ou aconite? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur les plantes et leurs mystères. Et dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres légendes fascinantes sur les plantes. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Et d'ici là, faites bien attention à vous.